Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. Et on est toujours Fanny et Anna. Et aujourd'hui, on vous propose un épisode consacré au prochain film de notre All That Jazz Cinema Club, dont la séance 2 février aura lieu le dimanche 12 février à 17h au cinéma L'Archipel comme d'habitude. Et nous aurons pour cette séance le plaisir de recevoir Gaël Lépingle, qui est un réalisateur. Il y a d'ailleurs 2 films de lui qui sont en salle en ce moment, qui est également metteur en scène. On avait parlé de sa mise en scène de West Side Story au Zénith d'Orléans dans un épisode en juin 2022. Mais il est invité surtout pour ce qui nous concerne parce qu'il a écrit très récemment un livre consacré à Rita Hayworth, célèbre actrice hollywoodienne. Et donc il était tout indiqué pour venir parler avec nous du film. Il s'agit du film Covergirl, la reine de Broadway en français, un film de 1944 réalisé par Charles Vidor et écrit par Virginia Von Hupp avec pour stars Rita Hayworth et Gene Kelly. Fanny, raconte-nous de quoi ça parle, Covergirl. Covergirl, ça nous raconte l'histoire de Rusty Parker, incarnée par Rita Hayworth, danseuse dans une modeste boîte de Brooklyn, dirigée par son fiancé, Danny McGuire, incarné par Gene Kelly. Rusty va participer à un concours pour faire la couverture d'un grand magazine de mode et va devenir célèbre du jour au lendemain. C'est alors que Noel Whitton, incarné par Lee Bowman, un célèbre impresario new-yorkais, vient la voir danser, tombe amoureux d'elle bien évidemment, et lui propose de devenir la vedette d'un spectacle de Broadway. Danny ne veut pas nuire à sa carrière, donc il renvoie Rusty et s'efface. Elle est donc désespérée, mais elle accepte la proposition qui lui permet de devenir une star. Est-ce que le couple sera réuni à la fin du film? Tada! Suspense insoutenable. Pour y remédier, venez voir le film avec nous le 12 février. Parlons de ce film, Covergirl, la reine de Broadway, donc réalisé par Charles Vidor, qui est un réalisateur hongrois, qui est arrivé à Hollywood dans les années 20, comme beaucoup d'autres réalisateurs venus d'Europe de l'Est, et qui est connu principalement pour le film noir Gilda, datant de 1946, avec Rita Hayworth. Le film, donc comme tu l'as dit, est écrit par Virginia Von Hupp, après plusieurs essais par d'autres scénaristes qui n'ont pas convaincu Harry Cohn, le boss de la Columbia, qui est le studio producteur de ce film. Et donc, il a débauché Virginia Von Hupp de Paramount pour venir écrire Covergirl, et elle va donc évidemment convaincre le studio, et aussi devenir amie de Rita Hayworth et l'assister pendant la production du film, et par la suite, elle deviendra productrice pour Columbia. En ce qui concerne la musique, on a Jerome Kern. On n'a pas encore trop parlé de lui, mais Jerome Kern, c'est quelqu'un de très important dans l'histoire de la musique populaire américaine et de la comédie musicale. Il est notamment l'auteur de la musique de Showboat. Et il a beaucoup travaillé pour Hollywood, notamment sur les films de Fred Astaire, que sont Roberta, Swing Time, où on entend la très célèbre chanson The Way You Look Tonight, ou encore You Were Never Lovelier, et il est mort en 1945, donc juste après la sortie de Covergirl. À citer dans la série des biopics de compositeurs que la MGM produit vraiment en nombre dans le courant des années 40, le film Till the Clouds Roll By, un film de 1946, La pluie qui chante en français, eh bien c'est justement la version romancée de la vie de Jerome Kern. Oui, et c'est un film dans lequel on entend Kathryn Grayson chanter la chanson Long Ago and Far Away, chanson écrite pour le film Covergirl seulement 2 ans auparavant. Et les paroles des chansons sont de Ira Gershwin. On l'avait déjà mentionné le mois dernier, puisqu'il était l'auteur des paroles des chansons de Une étoile est née. Décidément, ce monde de la comédie musicale hollywoodienne classique est un tout petit monde. Oui, complètement. Alors justement, qui compose le cast de Covergirl? Donc on l'a déjà dit, l'une des 2 stars, la plus grande star, c'est l'actrice Rita Hayworth. Alors, de son vrai nom, Margarita Cancino, c'était une danseuse, à l'origine elle venait d'une grande famille d'artistes, et elle commence au cinéma dans les années 30 et devient une star dans les années 40. En fait, Covergirl, c'est un de ses premiers succès dans un premier rôle, avant les rôles dramatiques très célèbres et très marquants que sont ceux de Gilda, de Charles Vidor également, et La Dame de Shanghai d'Orson Welles, qui était son mari. Et c'est vrai que si aujourd'hui on se souvient beaucoup de Rita Hayworth comme, on va dire, femme fatale de films noirs, au début des années 40, le patron de la Columbia, Harry Cohn, a vraiment l'ambition de faire d'elle une star de comédie musicale, le genre qui est à la mode à l'époque, et donc elle va faire de nombreuses comédies musicales à cette époque-là. Oui, parmi les films musicaux notables qu'elle a fait, il y a You'll Never Get Rich en 41 et You Were Never Lovelier en 42 avec Fred Astaire.
Plus tard, elle a fait Down to Earth en 47, j'en ai parlé dans notre épisode consacré à la mythologie grecque. Et également, plus tard, à la fin de l'âge d'or hollywoodien, Pal Joey en 57 avec Frank Sinatra. À noter que Rita Hayworth c'est une grande danseuse, mais par contre pour le chant, elle est doublée ici dans ce film par Martha Mears. Et oui, même si Rita Hayworth devient une star de la comédie musicale, elle fait partie de ces danseuses qui sont systématiquement doublées pour leurs films, comme par exemple Sid Harris. Donc elle est doublée dans Covergirl, comme tu l'as dit, par Martha Mears, mais aussi elle sera doublée dans d'autres films par Anita Ellis, qui est aussi la doublure de Vera Ellen, ou encore par Joanne Greer. On a évidemment très peu quasiment pas en fait, de traces de la vraie voix chantée de Rita Hayworth, à part peut-être apparemment quelques moments dans les films où elle fredonne et ne chante pas et serait donc pas doublée. Mais il paraîtrait que sa voix n'était peut-être pas si mauvaise, ou en tout cas qu'elle avait vraiment envie d'apprendre à chanter vraiment, mais bon voilà, on va dire qu'il n'y avait pas le temps de lui payer des cours de chant, donc on a préféré la doubler. Et peut-être aussi que cette voix, cette véritable voix chantée de Rita Hayworth, elle ne correspondait pas vraiment à son physique. Pour citer Marguerite Chabrol qui a écrit justement un article à propos du doublage de la voix de Rita Hayworth, cette véritable voix de Hayworth n'était, je cite, probablement pas assez charnue, timbrée ou riche en vibrato pour être envoûtante en termes hollywoodiens. Donc on comprend que cette voix n'était pas la voix de la pin-up, la sirène Rita Hayworth. Ce qui est assez marrant aussi à propos de Covergirl, c'est que cette thématique de la Covergirl, de la femme peut-être avant tout célèbre, connue par son physique, son image en 2 dimensions, ça résonne alors très fortement avec la persona de Rita Hayworth à l'époque, puisque depuis le début des années 40, c'est vraiment la pin-up préférée des GIs. Tout le monde a sa photo dans son casier. Et elle est aussi à la même époque sur toutes les unes de magazines. Donc c'est rigolo à ce moment-là de lui faire jouer aussi un personnage de Covergirl. Et si Rita Hayworth est déjà très connue à cette époque, son partenaire masculin, lui, il est plutôt un nouveau venu. Et c'est évidemment Gene Kelly. Et oui, Gene Kelly, alors il n'est pas encore une grande star. Il a fait quelques comédies musicales, notamment évidemment For Me and My Gal avec Judy Garland en 1942. Mais il est donc à ce moment-là, en 1944, prêté à la Columbia par la MGM qui ne sait pas trop quoi faire de lui. Elle l'a fait jouer dans quelques comédies musicales, mais aussi dans quelques films de guerre. Elle n'est pas encore trop sûre de ce qu'elle va en faire. Et Kelly, en fait, il va beaucoup en profiter de cette liberté forcée par rapport à son studio d'origine. Il va exiger de pouvoir participer à la mise en scène du film. Et il va co-chorégraphier plusieurs numéros avec Stanley Donen. Donc c'est aussi le moment où il initie vraiment sa collaboration de création avec Stanley Donen. C'est Stanley Donen qui travaille beaucoup avec lui, notamment sur la danse de l'alter ego, le fameux numéro truqué. Il va développer, donc Kelly et aussi Donen vont développer à cette époque leur style, leur philosophie aussi de la danse, et le succès de Covergirl va révéler en quelque sorte Gene Kelly aux yeux de son propre studio. Et il va devenir une star. D'ailleurs, je ne sais pas si tu te souviens, mais dans l'échange qu'il a avec Fred Astaire dans Ziegfeld Follies l'année suivante, le fameux duel au sommet, il y a une blague selon laquelle Gene Kelly connaît très bien qui est Fred Astaire, et Astaire il dit « Ah oui, vous jouiez dans Covergirl », donc c'est vraiment signe que c'est le film qui l'a fait connaître, et alors la MGM se permet de citer un film qui n'est pas un film MGM, hein, c'est dire. Ah oui, c'est vrai, c'est étonnant. D'habitude, ils aiment bien se citer eux-mêmes, on va dire. Bah oui. Autre comédien dans ce film, on a Phil Silvers, qui joue un second rôle comique, l'acolyte de Gene Kelly, son meilleur ami, qui est un peu toujours là. Et on le verra à nouveau, d'ailleurs, dans ce même rôle de sidekick de Gene Kelly, dans le film Summer Stock, La jolie fermière, en 1950. Alors Phil Silvers, il est assez connu, mine de rien, aux États-Unis, même si c'est un comédien qu'on connaît pas trop en France. Dans les années 50, il a eu une sitcom à son nom sur CBS. Puis en 62, on l'a vu notamment dans l'adaptation ciné de A Funny Thing Happened on the Way to the Forum, une des premières pièces de Stephen Sondheim. Et il a aussi gagné un Tony Award pour ce même rôle dans le revival de 72. Donc quelqu'un qui a continué assez tard à jouer dans des comédies musicales.
On peut également signaler la présence d'Eve Arden, qui joue une des responsables du magazine de mode. Elle fait partie de ces, je ne sais pas comment traduire, character actrice, enfin, actrices qui ont un peu genre un type de personnage. Ouais, des actrices à personnalité, ou ouais, c'est un peu dur de trouver le... Ouais, je sais pas trop, mais c'est pour dire qu'elle a un petit peu tout le temps les mêmes rôles. Et ici, en l'occurrence, vraiment des rôles de femmes fortes qui ont de l'esprit, qui n'ont pas leur langue dans leur poche, hein, voilà, qui toujours sont un peu en train de tenir tête aux hommes qui les entourent. Et petite anecdote, vous la connaissez sans doute au moins pour l'avoir vue dans Grease, où elle joue le rôle de la principale. Mais oui, c'est excellent, je savais pas du tout. Et donc, les autres rôles secondaires, rapidement, on a Lee Bowman, tu l'as dit, dans le rôle de l'impresario qui est amoureux de Rusty, et qui d'ailleurs rejouera dans un film musical en 45 avec Rita Hayworth, qui s'appelle Tonight and Every Night. On a Leslie Brooks, qui joue la collègue de Rusty, qui veut elle aussi gagner le concours du magazine de mode. Et enfin, Otto Kruger, dans le rôle du directeur du magazine de mode. Alors ensuite, on avait, on va dire, quelques éléments d'analyse à vous proposer. On a noté sur notre fichier de travail truc à dire, attention spoiler. Donc voilà, vous êtes prévenus. Nous avons diverses remarques à vous communiquer, mais si vous n'avez pas vu encore le film, il se peut que nous dévoilions pas mal d'éléments de l'intrigue. Alors tout d'abord, on voulait vous rappeler que Covergirl, ça fait partie évidemment de ce sous-genre omniprésent de la comédie musicale qui est celui du film backstage. Vous le savez, mais on vous le redit, un film backstage, c'est un film qui se déroule dans le monde du spectacle. Et donc, ici, on va avoir toujours les valeurs du film backstage traditionnel, donc le film valorise l'esprit de troupe du cabaret de Danny, par opposition avec l'impresario qui lui travaille pour de grosses productions. Donc on a par exemple Danny qui va dire à l'impresario elle peut partir si elle veut, qu'elle est signée ou non, mais vous ne comprenez pas ça. Donc il y a vraiment une position entre nous et eux. On retrouve aussi une opposition assez classique entre deux types de spectacles qui correspondent ici aussi à deux types de salles de spectacle. D'une part, le numéro de cabaret, qui est dans cette petite boîte assez modeste à Brooklyn, et d'autre part, le grand spectacle, les Follies, qui sont dans les grands théâtres de Broadway. Et bien sûr, le deuxième est signe d'ascension sociale pour le professionnel du spectacle qui s'y produit. On retrouve aussi un autre thème récurrent de la comédie musicale hollywoodienne classique, qui est la valorisation de l'éthique protestante du travail, et notamment par le biais du personnage de Danny. Lorsque, dès le début du film, Rusty lui confie ce rêve de faire la une du magazine pour lancer sa carrière et être découverte, il objecte à ce rêve de célébrité immédiate. Il lui rappelle l'importance de l'opiniâtreté au travail. Il dit, quand tu réussis vite, tu disparais vite, vite monté, vite descendu, ça ne loupe jamais. Il faut travailler pour réussir. D'ailleurs, on retrouve aussi ce discours très fortement dans La Jolie Fermière aussi, avec Phil Silvers, comme tu le disais. On remarquera malgré tout qu'une fois que Rusty a vite réussi, c'est-à-dire qu'elle est devenue connue grâce à sa une du magazine de mode, il va pas tout de suite la condamner, notamment parce que ça lui ramène des clients dans ce cabaret, donc là il est bien content, et aussi parce que, en tout cas au début, elle continue à travailler avec lui. Donc on va dire que cette position très puritaine, très méritocratique au début, il va un peu s'en départir malgré tout. Oui, c'est pas non plus une condamnation du personnage de Rita Hayworth, quoi. Et le film montre aussi une forme de cohésion, d'amitié au sein de la troupe. Et quand cette cohésion est mise à mal, notamment avec la concurrence, la jalousie d'une autre fille qui aurait voulu gagner le concours, quand cette cohésion est mise à mal, c'est justement au moment où les personnages cherchent à s'élever et à passer dans cet autre milieu, donc qui est celui de Broadway, qui est aussi celui du monde de la mode, plus précisément des magazines de mode, puisque le film chronique cet univers-là également. Et d'ailleurs, on a dans leur propre rôle, notamment deux mannequins qui étaient connus à l'époque, Jinx Falkenberg et Anita Colby. Et là aussi, l'hybridation entre les deux univers, d'une part l'univers des magazines de mode et d'autre part celui du spectacle, c'est aussi très courant dans la comédie musicale classique. Et d'ailleurs, dans sa typologie des sous-genres de la comédie musicale, Rick Altman il confond les deux. Dans Show Musical, il parle à la fois du spectacle et du monde de la mode et des magazines.
Et d'ailleurs, je trouve que ça annonce un petit peu un autre film qu'on a passé il y a quelques mois dans notre cinéma club, c'est Funny Face, ce drôle de frimousse, avec cet univers des magazines de mode, ce magazine qui cherche un nouveau visage pour mettre en une, et aussi cette espèce de paradoxe entre d'un côté l'éloge du naturel de l'héroïne, et de l'autre côté, ce côté on va chercher à glamouriser ce personnage. D'ailleurs, on voit ça dans la scène très intéressante du makeover, là où on la relook. Oui, j'aime beaucoup cette scène qui est vraiment une illustration littérale du fameux male gaze, regard masculin. Puisqu'on a vraiment une série de chant contre chant entre Rusty et tous les hommes qui la regardent et la façonnent, et notamment d'une part le photographe qui prend la photo, Couder, le directeur du magazine de mode, et l'objectif de l'appareil photo. Elle est assez marquante, cette scène. Et là aussi, cette histoire de makeover, ça fait écho à la vie de Rita Hayworth elle-même, hein, puisque on sait que Rita Hayworth a subi d'énormes transformations physiques suivant la volonté du studio à l'époque qui a complètement remodelé son image, quoi. On a sur le film 2 costumières expérimentés. Travis Benton, qui est un costumier qui a notamment façonné les looks de Carole Lombard, de Marlène Dietrich ou encore de Mae West. Et Gwen Wakeling, qui avait travaillé sur des films, on va dire, à gros budget, notamment avec Cécile B2000 ou encore avec John Ford. J'ai essayé du coup de faire attention aux costumes, et c'est vrai qu'entre les costumes de scène contemporains de l'époque du film, les costumes d'époque lorsqu'elle joue le deuxième personnage de sa grand-mère, et toutes les robes de soirée qu'elle porte entre-temps, on a vraiment cherché à mettre en valeur la star Rita Hayworth par la multiplication de ses costumes. Et elle est aussi vachement mise en valeur par la couleur, hein, je trouve, du film qui est très éclatante. C'est le premier film Columbia tourné en Technicolor, ça se voit. Très belle couleur, très belle lumière, et les chefs opérateurs Rudolph Maté et Allen Davey ont été nommés aux Oscars pour la meilleure photographie. Un élément que je voulais noter, c'est que le film, donc, on l'a dit, date de 1944, et en fait on est en pleine Seconde Guerre mondiale. Et les troupes américaines sont engagées en Europe, etc. Et ça se ressent dans le film, il y a des mentions de cet aspect-là. Alors à un moment, il y a une allusion au parti nazi, ça m'a fait rire. Dans la chanson comique de Phil Silvers qui s'appelle Who's Complaining, il dit « I'll feed myself on artichokes until that Nazi party chokes ». Cette rime est absolument incroyable. Donc voilà, on fait référence à la guerre, et on est aussi obligé d'expliquer dans le scénario, notamment pourquoi le personnage de Gene Kelly n'est pas à la guerre, justement. Et il précise à un moment qu'il a été blessé au combat. Le côté aussi tiraillé entre son devoir patriotique et son amour du spectacle, qu'il résout finalement d'ailleurs en faisant des spectacles pour l'armée, lorsqu'il laisse Rusty partir à Broadway. Ça m'a fait penser aussi un petit peu à son personnage dans For Me and My Gal. Bon, sauf que dans For Me and My Gal, il se blessait volontairement et que du coup ça faisait évidemment tout un truc. On voulait également vous dire quelques mots de l'intrigue amoureuse, et notamment la façon originale dont elle était construite. Oui, alors moi j'ai trouvé ça intéressant et relativement rare, le fait que, dans cette histoire-là, le couple est déjà formé au début. Et en fait, le film va plutôt nous montrer les obstacles dans leur relation avant les retrouvailles finales. Ça fait un petit peu penser à un genre qu'on appelle la comédie du remariage, qui est un genre de comédie romantique où on va, plutôt que de montrer la rencontre et les obstacles dans la formation d'un couple, on va montrer un couple qui se sépare et comment ce couple va se retrouver. Et là je trouve que c'est assez original. D'ailleurs leur première interaction au tout début, je trouve la scène assez chouette parce qu'on n'est pas sûr à 100% qu'ils sont en couple, la manière dont ils se parlent, enfin je trouve que les dialogues sont assez bien écrits et qu'il y a quelque chose qui est assez juste dans la manière dont leur relation est dépeinte. À noter que dans le genre cliché de comédie romantique, on a à la fin le trope de l'héroïne qui fuit son mariage au dernier moment pour rejoindre le vrai amour de sa vie. Et alors c'est évidemment quelque chose qui est devenu hyper répandu dans les comédies romantiques, mais en fait je trouve pas d'occurrence de ça avant, donc je me demande à quel point c'était original à cette époque-là. Dans ce qui est aussi original dans cette histoire d'amour, c'est qu'en fait on a une double intrigue romantique avec 2 histoires mises en parallèle. Oui, puisqu'on a aussi des flashbacks qui vont être des souvenirs du personnage du directeur du magazine, qui lui était tombé amoureux d'une chanteuse qui a le visage de Rusty, puisqu'on va découvrir ensuite que c'est sa grand-mère, évidemment toujours jouée par Rita Hayworth. D'ailleurs c'est rigolo parce que il rencontre Rusty et il lui dit ça ne serait pas votre mère qui était chanteuse, etc. Elle lui dit non c'était ma grand-mère, donc le mec prend un coup de vieux. Je trouve ce dialogue assez rigolo. Et donc ces flashbacks dans les souvenirs du personnage, ça va être l'occasion de scènes qui se déroulent 40 ans auparavant, donc qui se déroulent au début du XXe siècle.
Et c'est notamment l'occasion d'un numéro qui s'appelle Poor John, chanson pas écrite pour le coup par Jerome Kern et Ira Gershwin, mais une chanson qui date de 1907. Ouais, moi j'avoue que tous ces passages, je les trouve un peu saugrenus, enfin mal insérés dans le reste et même un peu cringe, enfin donc je suis pas trop fan de cet aspect-là. Oui, ça pourrait être bien, mais la manière dont ils essaient d'établir un parallèle entre les deux histoires d'amour, je trouve que ça fonctionne pas très bien. Bon, il y a une espèce de regard sur les deux personnages incarnés par Rita Hayworth, puisque le personnage de la grand-mère, elle est plus distante et glamour, etc., que celui de Rusty. Et d'ailleurs, dans le livre dont on parlait, donc de notre invité du Cinéma Club, Gaël Lépingle, il dit « Brave fille ou dangereuse séductrice, le film va répartir ces deux facettes dans deux personnages distincts. » Donc on a un film qui va exploiter vraiment toute la persona de Rita Hayworth. On a aussi toutes les deux été surprises par le personnage de Gene Kelly dans ce film. Personnellement, je l'ai trouvé assez étonnamment respectueux et peu antipathique, pour une fois. Parce que dès le début, il insiste sur le fait que Rusty est libre, qu'elle peut, elle peut participer au concours si elle veut. Il fait pas trop de caprices quand elle décide de mener sa vie comme elle l'entend, et il s'efface volontairement pour lui permettre de devenir une star. Bon, je sais, raconter comme ça, on dirait qu'on met la barre pas très haut, hein. Mais moi, je me souvenais vraiment pas qu'il avait pas totalement cette persona arrogant, désagréable qu'il a dans Formule Magal. Je sais pas, je crois que j'avais bizarrement dans mon souvenir un peu plaqué sa persona de Formule Magal sur ce personnage-là, alors qu'en fait, il est assez différent. Ouais, moi aussi j'ai été frappée que son personnage soit touchant comme ça et très attachant. Il a pas le côté coquille, un peu frimeur, qu'il a déjà dans Formule Magal et qu'il va avoir aussi dans la plupart de ses autres films de la MGM, quoi. Et alors, information absolument improbable, Gene Kelly va jouer à nouveau le personnage de Danny Maguire en 80 dans son dernier film, Xanadu, dont j'avais aussi parlé dans l'épisode sur la mythologie grecque, qui est aussi d'ailleurs un film dans lequel il y a l'idée d'une femme qui ressemble à une autre femme dont le personnage plus âgé était amoureux dans sa jeunesse, donc j'imagine qu'il y a une espèce d'inspiration. Ça me donne vraiment envie de voir ce fameux Xanadu que je n'ai toujours pas vu. Il va falloir vraiment que je m'y résolve. Ça vaut le coup. J'ai peur, je sais pas. Bref, il y a quelques numéros sympas quand même. Gene Kelly, même âgé, le numéro de danse avec Olivia Newton-John. Rien que ça, même si c'est quand même un peu un nanar, c'est sympa. Alors, justement, parlons des numéros musicaux marquants dans CoverGirl. Alors, il y a un numéro qui est pas spécialement marquant, mais que je voulais quand même mentionner. En fait, c'est le numéro d'ouverture du film. Ça commence directement sur scène. On voit donc Rusty et d'autres girls qui dansent dans le cabaret de Danny. Et on a plusieurs contre-champs sur Danny qui regarde le numéro et qui a l'air vraiment atterré. Enfin, on voit que Gene Kelly donne toute cette puissance actorale sur il fronce ses sourcils, il bouge la tête, non, ça va pas. Donc on est censé comprendre que la danse est pas terrible ou voilà que le cabaret est un peu assez modeste. Mais moi ça me perturbe parce que je vois pas ce qui cloche dans le numéro. Enfin, sauf que c'est pas somptueux, elles ont pas des costumes de ouf, mais elles sont à peu près ensemble. Enfin, la chorégraphie est pas dingue, mais elles sont ensemble. Enfin, je sais pas, ça marche quoi, c'est bien exécuté. Donc voilà, ça m'a toujours rendu très perplexe ce numéro. Oui, après le numéro, on voit que le personnage de Danny vient les voir en leur disant, je sais pas, un truc sur leur port de tête ou quelque chose comme ça, donc ça montre un peu qu'il est très très perfectionniste. Mais d'après le livre biographique, le livre même hagiographique, Gene Kelly, A Life of Dance and Dream, qui explique que Gene Kelly est un génie et que c'est lui qui a tout fait dans tous les films, donc faut pas toujours tout prendre pour argent comptant dans ce livre. Mais là, en gros, ce qu'il dit est vrai, c'est que Gene Kelly a été embauché après le début du tournage, en fait, puisque Harry Cohn cherchait encore qui allait être son leading man. Il avait déjà commencé les scènes où il n'y avait pas Gene Kelly, il avait commencé à les tourner avant d'être sûr que Gene Kelly soit sur le film. Et bref, cette séquence parmi d'autres avait déjà été tournée, et Gene Kelly ne l'aimait pas trop. Et donc, selon ce livre, c'est lui qui a suggéré ces plans de coupe qui permettaient aussi donc de présenter son personnage de metteur en scène, un petit peu râleur et perfectionniste, quoi. Et puis c'est le côté, genre, il aime pas, du coup il se dédouane visiblement de ce numéro. Genre, je n'ai rien à voir avec ce numéro. Du coup, le film nous explique que le numéro est nul, donc c'est normal qu'il soit nul. Donc, pour le coup, on va dire le premier numéro vraiment très marquant du film, c'est Make Way for Tomorrow. C'est un numéro qui intervient à un moment clé du film. En fait, c'est juste avant que Rusty ne reçoive la lettre qui l'invite à rencontrer le directeur du magazine Vanity.
Et c'est une danse qu'on peut qualifier de performative parce que vraiment elle célèbre et aussi réalise l'amitié entre Danny, Rusty et Genius, donc le fameux personnage de Phil Silvers. Ouais, on est vraiment sur un trio de camaraderie, hein. Je trouve que ça annonce un peu Good Morning, le célèbre trio de Chantons sous la pluie. On a les 3 compères qui font les idiots dans la rue, qui jouent avec tout ce qui leur tombe sous la main, qui interagissent avec les gens qu'ils croisent. Et il y a même l'apparition d'un flic à un moment qui les regarde sévèrement, et ça annonce aussi un peu ce qui se passe à la fin du numéro titre, évidemment ultra célèbre, Singing in the Rain. On a aussi à ce moment-là un personnage de Rusty qui est vraiment très loin de l'image glamour de la star Rita Hayworth. Elle apparaît ici comme one of the boys, elle reprend les mimiques de ses compères, elle s'amuse avec eux. Je trouve que c'est assez agréable à voir. Et on est aussi dans ce numéro en plein dans le côté réaliste, quotidienne, voire trivial que Dodon et Kelly vont tâcher de donner à la comédie musicale, par exemple dans Undertown. Et cette chanson Make Way for Tomorrow, elle est reprise à la toute fin du film, puisque en réalité donc on a, évidemment spoiler alert, les retrouvailles du couple, mais on termine pas sur la chanson d'amour, on termine sur la chanson d'amitié, c'est ça qui clôt le film avec les 3 personnages plutôt que juste le couple. On a malgré tout à un moment donné un numéro qui devient un numéro de couple, le numéro Put Me to the Test. Ouais, c'est un numéro qui se déroule donc sur scène, hein, dans le cabaret, donc c'est vraiment un spectacle au sein du film. Et Gene Kelly danse d'abord avec toutes les girls, puis ensuite en duo avec Rita Hayworth. C'est un numéro assez composite, enfin ça change beaucoup de style au fil du numéro, c'est un peu étrange. En plus je trouve que le costume de Gene Kelly est franchement ridicule. Mais c'est leur seul duo vraiment dansé de claquettes dans le film et qui montre voilà aussi toujours cette fameuse idée de la comédie musicale. Hein. Ils sont ou ils vont rester ensemble parce qu'ils dansent bien ensemble. Ouais. Alors il est repris à la fin par Gene Kelly et Phil Silvers avec un chœur de soldats, donc là encore référence à la guerre qui est en cours. Je trouve ce moment un petit peu bizarre, mais bon. Et ensuite on a le numéro Long Ago and Far Away, une chanson qui a été nommée pour l'Oscar de la meilleure chanson. Oui, qui est devenu un des classiques de Jerome Kern et Ira Gershwin. C'est un duo amoureux de Gene Kelly et Rita Hayworth, donc dans une ambiance romantique, dans le cabaret vide. Et alors, ce que j'aime bien, c'est que contrairement au schéma habituel, c'est le personnage féminin qui va faire la sérénade au personnage masculin. Puisque lui, il est un peu ronchon, là, il est en train de ranger les chaises du cabaret à la fin du spectacle, et il est tout triste et tout. Et elle chante la chanson pour l'entraîner, pour le consoler, etc. Et il va finir par céder et se laisser entraîner dans le chant, puis dans la danse. Alors que d'habitude, on a quand même ce schéma plutôt à l'inverse. Le numéro est très joli, peut-être la séquence dansée est un peu courte, je trouve ça un peu dommage. Mais voilà, c'est quand même un moment marquant, et la chanson, on l'entend à nouveau à plusieurs reprises par la suite, puisqu'elle va à chaque fois, symboliser, rappeler l'amour entre les 2 protagonistes. Elle est chantée par les filles du cabaret, puisque Danny fait passer une audition, donc a priori pour remplacer Rusty, et du coup elle voit qu'ils donnent leur chanson entre guillemets à d'autres femmes, donc c'est un moment triste. Puis ensuite elle est reprise à la toute fin, lorsque Rusty revient dans le bar pour retrouver Danny, il chante la chanson tristement, et elle arrive à la porte et elle reprend, voilà. On a vraiment une chanson qui va symboliser l'amour des 2 protagonistes. Juste ce plan où elle arrive à la porte à la toute fin du film, je le trouve tellement... Enfin, je le trouve limite camp avec les ventilateurs, parce qu'elle a une robe avec plein de volants, enfin bref, beaucoup de drapés. Et là, t'as des ventilateurs à fond, t'as l'impression qu'il y a une tempête, en fait, dans la rue, parce que... Oui, ça fait... Oui, elle a du vent dans les cheveux, c'est censé faire romantique, mais en fait, ça fait... Ouais, c'est un peu too much. Alors, et le numéro le plus célèbre du film, le plus réputé, un peu le clou du spectacle, c'est le Alter Ego Dance, donc un numéro très innovant dans lequel Gene Kelly danse avec lui-même, puisque c'est un moment d'introspection du protagoniste. Donc il passe devant une vitrine, il voit son reflet, et son reflet prend vie pour incarner son tourment intérieur. Alors, je crois que je tire ça aussi du fameux livre hagiographique sur Gene Kelly. Sur le scénario, la légende dit que simplement aurait été écrit Dancing Follows et que Kelly se serait ainsi génialement saisi de cette occasion pour montrer combien la danse pouvait contribuer à marquer un changement d'état d'esprit du personnage.
Évidemment, en s'inspirant de ce que venait de faire Agnès DeMille dans Oklahoma sur scène en 1943 avec le fameux Dream Ballet dont on a déjà expliqué à moult reprises le principe. Hein, voilà, ces longs segments dansés qui rendent compte de l'état d'esprit d'un personnage par la danse seulement. La réalisation de ce numéro de l'alter ego, de cette danse de l'alter ego, a été confiée à Stanley Donen, donc qui fait ses premières armes sur ce numéro, et qui répète aussi tous les mouvements de danse avec Gene Kelly. Oui, parce que je crois que Charles Vidor était pas convaincu que ça marcherait cette histoire, donc il a dit tentez votre truc, là on verra bien. Et ben ça marche bien, hein. Donc le principe, on va dire, de tournage de la séquence, c'est que d'abord on a tourné Gene Kelly dans le décor de rue là. Puis ensuite, on peint le décor en noir et on filme à nouveau Gene Kelly pour la partie reflet. Et ensuite, on va imprimer le film de la deuxième séquence sur la première séquence. Et du coup, Gene Kelly devait être hyper précis pour que ces deux, on va dire, incarnations soient proches l'une de l'autre et synchrones, mais sans jamais se toucher pour qu'il n'y ait pas une impression bizarre qu'ils sont l'un sur l'autre, quoi. Ouais, c'est quand même hyper technique, mine de rien. Mais malgré tout, on rappellera que c'est un procédé très ancien dans l'histoire du cinéma, hein, parce que c'est un procédé inventé par Méliès dès la fin du 19e, hein, des tout premiers films qu'il réalise. Mais voilà, ça fonctionne en tout cas très bien dans cette séquence, parce que c'est jamais ridicule, parce que voilà, Kelly, il avait un peu peur de s'exposer au ridicule, mais ça fonctionne, et d'ailleurs, lors des toutes premières projections texte qu'ils ont fait pour le film, les spectateurs se sont mis à rigoler devant cette séquence, donc Kelly s'est dit « Ah là là, c'est une catastrophe », mais apparemment c'était juste parce que dans le film qu'ils avaient vu juste avant, il y avait le même type de scène avec un personnage et son double. Donc l'honneur est sauf, les spectateurs ont bien apprécié, ils ne se moquaient pas de Gene à ce moment-là. Et enfin, dernier numéro dont on voulait dire un petit mot, c'est la chanson Cover Girl. Alors j'aime bien, c'est Cover Girl, entre parenthèses, That Girl on the Cover, comme si on n'avait pas compris. Oui, j'ai jamais compris ce titre. Bon, pourquoi pas. Donc c'est une scène, là encore, c'est un spectacle dans le film, hein. Un spectacle de Broadway, un grand spectacle dans lequel joue Rusty. C'est un grand numéro en mode Follies, hein, avec ce décor monumental. Elle monte sur une espèce de rampe gigantesque là. Il y a un petit côté spectaculaire à la Busby Berkeley. Au début du numéro, parce que c'est un numéro qui est en plusieurs parties, on a cette espèce de motif du numéro magazine, je sais pas trop comment appeler ça, numéro calendrier, où on a voilà une fille avec un décor, une tenue et une pose particulière, une fille après l'autre à chaque page. Et bah ça c'est un type de numéro qu'on retrouve aussi bien dans Easter Parade en 48 ou encore dans Chantons sous la pluie en 52. Eh bien voilà tout ce qu'on voulait vous dire sur Cover Girl, la reine de Broadway, film donc dont on vous rappelle qu'il sera diffusé à l'occasion de notre cinéma club le dimanche 12 février à 17h au cinéma L'Archipel, en présence de Gaël Lépingle qui pourra nous dire plein de choses, notamment, mais pas que, sur Rita Hayworth. Venez nombreux et nombreuses si vous le pouvez. Et si vous le pouvez pas, envoyez-nous des messages, nous on est toujours ravis d'avoir vos retours. Et on vous dit, dans tous les cas, à très bientôt pour un nouvel épisode de All That Jazz. À bientôt. Salut tout le monde.